Dans la tapisserie toujours changeante de la monarchie britannique, où la tradition est constamment mise en balance avec la survie, et où chaque décision résonne bien au-delà des murs du palais, les moments de signification discrète ont souvent le plus grand poids. C'est le cas ici. Le roi Charles III, agissant avec retenue et prévoyance stratégique, a officiellement accordé à James comte de Wessex le style de son Altesse royale et le titre de prince. À seulement 17 ans, le plus jeune petit-fils de feu, la reine Élisabeth II, sort d'une vie délibérément vécue en marge du spectacle royal pour entrer dans un rôle façonné par des siècles d'attente, de devoir et de continuité. Cette élévation n'a pas été annoncée en fanfare ou de manière spectaculaire, mais elle est apparue discrètement confirmée par les canaux du palais au rythme feutré de l'automne dans les résidences royales. Cette décision représente un renforcement délibéré de la monarchie à un moment où son noyau dur s'est allégé mis à rude épreuve par l'âge, les controverses et un public de plus en plus sceptique à l'égard du pouvoir hérité. En accordant le rang princier à Jacques-Charles, ne se contente pas d'honorer la lignée, il investit activement dans l'avenir de l'institution, insufflant jeunesse et adaptabilité dans une structure qui a appris souvent douloureusement le coup de la stagnation. James est le fils unique du prince Édouard duc d'Édimbourg et de Sophie duchesse d'Édimbourg, un couple longtemps considéré comme l'un des membres les plus disciplinés et les plus discrètement efficaces de la monarchie. Dès sa naissance, James a incarné une philosophie royale différente. Bien que les lettres patentes de 1917 du roi George V leur donnent le droit de porter le titre de prince, ses parents ont délibérément choisi de l'élever sans la désignation HRH, lui permettant de grandir en tant que vicomte Séverne, et plus tard comte de Wessex, des titres qui reconnaissent l'héritage sans amplifier le privilège. Il s'agissait d'une décision protectrice enracinée dans le désir d'Édouard et de Sophie d'accorder à leurs enfants quelque chose de plus en plus rare au sein de la vie royale, la normalité. Pendant des années, James s'est déplacé de manière presque invisible dans les couloirs dorés, une présence connue davantage du personnel du palais que du public. Il est allé à l'école sans escorte ni spectacle, à nouer des amitiés sans s'incliner et à imaginer un avenir qui n'était pas exclusivement défini par des cérémonies. Son adolescence s'est déroulée à Bagshot Park, au milieu de dîners familiaux, plutôt que de points de presse d'événements équestres, plutôt que de banquets d'État et de vacances à Balmoral, ou dans les Highlands où les titres royaux se dissolvaient dans les rôles familiaux. Cette éducation a façonné un jeune homme à la fois conscient de son héritage et libéré de tout sentiment de privilège. Sous cette banalité soigneusement entretenue se cache l'héritage des monarques. Et à mesure que Jacques approche de l'âge adulte, la question de son rôle ne peut plus être différée. Les observateurs royaux ont longtemps spéculé sur le fait qu'il finirait par assumer son statut dormant de HRH, en particulier lorsque la monarchie s'est adaptée à une liste réduite de royaux en activité. Le roi Charles poursuivant un modèle rationalisé axé sur la durabilité et la pertinence, le besoin de figures plus jeunes, fiables et bien préparées est devenu de plus en plus évident. Le moment choisi pour prendre cette décision a un poids symbolique. James aura 18 ans en décembre, un âge où l'action personnelle commence à croiser la responsabilité institutionnelle. En agissant maintenant, Charles témoigne de sa confiance sans imposer d'obligation immédiate. La place de James dans la ligne de succession reste inchangée loin derrière les héritiers du prince et de la princesse de Galles, ceux qui préservent la stabilité tout en augmentant les capacités. Comme l'a fait remarquer le correspondant royal Robert Jobson, cette décision renforce l'avenir opérationnel de la monarchie sans perturber son équilibre constitutionnel. La princesse Anne et le prince Édouard, tous deux vétérans de plusieurs décennies de service public, auraient présenté cette décision comme une évolution nécessaire plutôt que comme une indulgence cérémonielle. Leur voix pragmatique, façonnée par l'expérience plutôt que par les sentiments, souligne l'importance de répartir les responsabilités tout en protégeant le bien-être individuel. Lors de discussions privées, ils ont évalué la maturité, le tempérament et l'état de préparation de James, reconnaissant qu'un devoir imposé trop tôt risque de fracturer plutôt que de fortifier. La vie de James n'a pas été marquée par les turbulences des tabloïds, mais par une croissance mesurée. Né en décembre 2007 à l'hôpital de Frimley Park, il est entré dans une famille royale déjà surchargée d'héritiers et d'attentes, mais la retenue de ses parents lui a permis de se développer de manière indépendante. Sophie a expliqué un jour qu'il voulait que leurs enfants comprennent la valeur du travail, de l'effort et de l'identité au-delà des titres, une philosophie qui a façonné la scolarité et la vision du monde de James.
À la St. Mary's School Ascot, et plus tard au Radley College, ses réalisations reflétaient une diligence tranquille, plutôt qu'un droit ses intérêts, penchant vers l'histoire, la géographie et les affaires mondiales, plutôt que vers le spectacle. En mars 2023, lorsque Édouard est devenu duc d'Édimbourg, James a pris le titre de comte de Wessex, un changement subtil qui laissait entrevoir de futures responsabilités sans les mettre en avant. Les aperçus publics de lui depuis lors ont révélé un jeune homme grand et réservé, posé, mais sans prétention, se tenant aux côtés de son père lors des services de Pâques ou des commémorations familiales, vêtu simplement, se portant avec une maturité qui suggérait la préparation plutôt que la performance. Au-delà des apparences officielles, James a cultivé des intérêts qui font écho aux valeurs évolutives de la monarchie. Il s'est montré enthousiaste pour la voile, les causes environnementales et l'engagement caritatif, reflétant l'influence du roi Charles, qui prône depuis longtemps le développement durable, et de Sophie, qui a accompli un travail humanitaire international considérable. À l'instar de sa sœur Lady Louise, qui a poursuivi sa vie universitaire selon ses propres termes, James a démontré que l'identité royale n'exclut pas l'orientation personnelle. Aujourd'hui, en tant que SAR, le prince Jacques de Wessex, il devient un symbole d'équilibre entre tradition et retenue. Son acceptation du titre confirmée sans fioriture théâtrale renforce la capacité d'adaptation de la monarchie. Il ne s'agit pas d'un retour à la démesure, mais d'un recalibrage reconnaissant que l'institution doit préparer les successeurs non seulement à hériter du pouvoir, mais aussi à en assumer les responsabilités avec humilité. La question de l'importance de ce moment va au-delà de James lui-même. Elle concerne l'effort plus large de la monarchie pour renforcer ses fondations avant la prochaine transition générationnelle. Alors que le prince William et Catherine, princesse de Galles, se préparent à leurs rôles éventuels à la tête de la monarchie, la présence de jeunes royaux compétents et bien ancrés dans la réalité offre stabilité et soutien. L'élévation de James ne jette pas d'ombre sur cet avenir. Au contraire, elle le renforce, ajoutant de la résilience à une structure qui a appris le coup de la fragilité. Pendant près de 20 ans, James a été l'énigme tranquille de la monarchie, une figure définie par une élégante obscurité, plutôt que par l'attente du public. Cette ère est maintenant doucement close. Cette aube princière ne marque pas la perte de son individualité, mais la reconnaissance de sa préparation. Dans une famille façonnée par l'histoire, la pression et le jugement du public, le prince James de Wessex est la preuve que la continuité peut être nourrie sans précipitation et que l'avenir de la couronne peut encore être construit sur la patience autant que sur l'apparat. La couronne ne perdure pas par l'isolement mais par l'infusion. Cette transition soulève des questions plus profondes sur l'appartenance. Le rang princier libère-t-il ou limite-t-il ? Pour James, il ouvre la voie à des patronages dans les domaines de la défense des jeunes et de la préservation du patrimoine, domaines dans lesquels sa perspective nouvelle pourrait trouver un écho. Mais il invite aussi le regard qu'il a autrefois évité, transformant les bagarres d'écoliers en histoire secondaire. Alors qu'il envisage l'université peut-être à l'étranger, en clin d'œil à l'errance royale, le poids s'installe de manière inégale. Son histoire autrefois une note de bas de page note. Maintenant l'avenir, jetant un pont entre l'épanouissement personnel et le souffle institutionnel. Quelles sont les convictions qui ont guidé la main de Charles dans cette affaire ? Et comment les idées d'Anne et d'Edward éclairent-elles l'intention ? Les révélations se trouvent dans leurs mots mesurés qui révèlent une stratégie aussi astucieuse que sentimentale. Lorsque Buckingham Palace a publié le bulletin laconique mais transformateur sur le nouveau statut princier de James, il est arrivé comme un gant de velours sur une main de fer, ferme dans son objectif, doux dans sa présentation. Le roi Charles, exerçant son pouvoir discrétionnaire souverain en vertu des lettres patentes de 1917, a accordé le titre de HRH et le style de prince à son neveu, un geste qui élève sans entraver. Il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'un rééquilibrage de la liste royale qui insuffle de la vitalité dans un cadre mis à mal par les départs à la retraite et les déménagements. James reste fermement ancré dans le rang, son titre étant un outil de devoir plutôt que de destin, ce qui garantit l'harmonie au sein de la maison de Windsor. La mécanique est élégamment simple. En tant que petit-fils d'Élisabeth II, James avait un droit latent à la HRH différée par choix parental pour promouvoir la normalité. À 18, la tradition permet la réclamation, mais Charles
a anticipé avec une concession proactive, citant les besoins évolutifs du service dans un mémo interne qui a été divulgué au Times. Cela reflète l'expansion de 2012 pour la ligne Cambridge, mêlant statut et sentiment. Aucune fanfare ne l'a accompagné, pas de vague de balcon, juste une entrée en forme de cour circulaire que les amateurs royaux ont disséqué pour l'aube. Pourtant, ses implications cascadent. James peut désormais prendre des engagements officiels, qu'il s'agisse de couper des rubans ou de faire de la diplomatie à l'étranger, tout en étudiant, préservant ainsi l'équilibre auquel ses parents tenaient. Au cœur de ce récit se trouvent que les voix d'Anne et d'Edward, qui expliquent cette décision comme étant à la fois filiale et tournée vers l'avenir. Lors d'une apparition conjointe au sommet du Commonwealth 2025, Anne, qui a toujours été le point d'ancrage indéfectible de la monarchie, a déclaré aux journalistes « La force de la couronne réside dans sa capacité d'adaptation ». En accordant cet honneur à James, on lui donne les moyens de contribuer sans compromettre la ligne de base. Il s'agit de partager les épaules pour une charge commune. Ces paroles prononcées avec la vivacité qui la caractérise vont droit au but et s'appuient sur son propre demi-siècle de mécénat infatigable. Edward, dans un entretien avec Nicholas Witchell, rédacteur en chef de la BBC, a expliqué que son père avait toujours cru qu'il fallait préparer les prochaines vagues. Cette étape honore ce principe en permettant à James de servir la vision de William, avec une énergie nouvelle, sans rivalité. Ces explications révèlent une logique à plusieurs niveaux. Charles, qui fait face à ses propres problèmes de santé et aux récents bouleversements de la famille, voit en James un prolongement fiable de l'éthique d'Édimbourg, diligent, à l'abri des scandales et dévoué. L'influence de Sophie perdure également l'accent qu'elle met sur une éducation solide, garantissant que James aborde ses fonctions avec humilité. L'élévation évite les écueils comme les 2018 agrandissements de Sussex, qui ont suscité un débat en limitant la portée, James se situant en dessous de la lignée établie de George, Charlotte et Louis. Comme l'observe Jobson, il fortifie sans fragmenter. Mais le pouvoir est ici subtil, tissé dans les rythmes quotidiens. James pourrait bientôt parrainer le prix du duc d'Édimbourg, revitalisant ainsi l'héritage de Philippe, ou rejoindre Catherine dans des initiatives de santé mentale, amplifiant ainsi son impact. Il s'agit d'un décret d'une puissance tranquille qui murmure la continuité au milieu du changement. Dans quelle mesure ce décret renforce-t-il l'ère imminente de William et Catherine, et quelle porte ouvre-t-il à la cohorte plus jeune? Au fur et à mesure que les clarifications d'Anne et Edward s'installent, la stratégie s'affine, un plan d'endurance gravé dans l'encre et l'intention. Dans le labyrinthe des décisions royales où les précédents s'opposent aux personnalités, peu de choses ont le poids des perspectives de la princesse Anne et du prince Edward. Leurs explications de l'élévation de James n'apparaissent pas comme des platitudes scénarisées, mais comme des vérités affinées forgées dans les feux du service de première ligne. Anne, la princesse royale dont le cran équestre et l'emploi du temps inflexible ont fait d'elle le cheval de bataille de Windsor, considère cela comme une préservation pragmatique. Lors d'une table ronde organisée après l'annonce au Royal Windsor Horse Show, elle a déclaré sans ambages « La monarchie prospère grâce à sa pertinence ». Le titre de James garantit que nous puisons dans les profondeurs, et pas seulement au premier rang. Il éclaire le chemin de William et Catherine sans remuer de courants inutiles. Son raisonnement découle d'une observation intime. En tant que sœur et confidente de Charles, Anne a été témoin des conséquences d'une liste épuisée de sa propre hospitalisation à 2024, au vide laissé par Harry et Andrew. Elle défend un modèle d'équipe de plusieurs équipes, dans lequel les membres de la famille royale périphérique, comme James, servent de lest. Edward, le duc d'Édimbourg, complète ce modèle avec une nuance paternelle. Dans une interview exclusive accordée à Vanity Fair, il a déclaré « Sophie et moi avons élevé James pour qu'il choisisse librement, mais cette subvention de Charles affirme sa place dans le service. Il est conçu pour soutenir la ligne du pays de Galles en offrant des tâches qui améliorent, plutôt qu'elles n'éclipsent en maintenant, l'harmonie dans nos rangs. » Ensemble, leurs conseils dressent un portrait de l'empathie stratégique. Anne, qui n'a pas d'enfant et qui n'est donc pas liée par des angoisses aériennes, met l'accent sur la santé institutionnelle. Nous avons sagement minci, mais la sagesse exige des renforts. Edward, qui s'inspire de ses racines théâtrales et de sa défense de l'environnement, met l'accent sur l'adéquation personnelle.
James partage mon engagement tranquille, ce titre lui permet de le canaliser vers la monarchie moderne de William, libérée des ombres de la succession. Leurs paroles d'une rare franchise font écho à l'éthique antérieure de Sophie tout en s'adaptant aux exigences. Aucun ressentiment ne les colore, seulement de la détermination, soulignant les liens familiaux qui transcendent les titres. L'influence de ce duo remonte à l'ère d'Élisabeth II, où l'approche sans fioriture d'Anne et la loyauté d'Édouard ont gagné le tucitus et la confiance. Aujourd'hui, ils font le lien entre les générations, s'assurant que le pas de James s'aligne sur des arcs plus larges. Leurs explications dissipent les doutes, présentant l'élévation comme une évolution, et non comme une extravagance. Cependant, une question plus profonde se pose: comment cela fortifie-t-il spécifiquement William et Catherine, dont le règne promet l'innovation au milieu de la tradition? À mesure que leurs idées résonnent, la mosaïque de la monarchie se clarifie, chaque pièce étant positionnée pour stabiliser les prochains intendants du trône. Au cœur de l'ascension princière de James se trouve une profonde allégeance à l'avenir, au prince William et à Catherine, dont l'union annonce une monarchie repensée pour le XXIe siècle. La décision du roi Charles, éclairée par Anne et Édouard, sert de rempart à leur règne, en fournissant un cadre de parents capables de partager les exigences incessantes du devoir. William, le stable prince de Galles, a longtemps exprimé ses aspirations à une couronne plus légère et plus verte, où les engagements mettent l'accent sur l'impact plutôt que sur la démesure. Catherine, qui met l'accent sur la petite enfance et le bien-être complète, cette vision, mais toutes deux reconnaissent la fragilité des ressources limitées. Le titre de James apporte un soutien précisément calibré. Placé en dessous de la progéniture de Wales, il ne constitue pas une menace, mais seulement une augmentation. Anne a fait remarquer dans Dispatch to the Telegraph que l'assiette de William déborde de préparatifs. James offre un répit fiable en entreprenant des visites régionales ou des forums de jeunes qui s'alignent sur les priorités de Catherine. Édouard ajoute un point de vue familial. Cela renforce leur fondation, permettant à William de diriger avec audace, tandis que James s'occupe du travail de base comme je l'ai fait pour père. Les premiers indicateurs suggèrent que James suit William lors de sommets sur l'environnement ou aide le projet Hold Still de Catherine, favorisant ainsi la synergie sans chevauchement. Cette fortification répond à des tensions tangibles. Après 2024, avec le rétablissement d'Anne et l'emploi du temps accéléré de Sophie, le nombre de travailleurs est dangereusement bas. James, avec son affinité pour le plein air et l'éducation, peut absorber 50 à 100 événements annuels selon les projections du palais, ce qui atténue les risques d'épuisement. Cela fait écho à la propre jeunesse de Charles lorsque des oncles comme Kent soutenaient Élisabeth. Pour Catherine, qui doit faire face aux conséquences de la chimiothérapie de tels alliés, signifie une visibilité soutenue sur la scène internationale, qu'il s'agisse de tournées du Commonwealth ou d'œuvres caritatives nationales. William, lors de réunions privées, a salué la force d'âme de la famille selon des collaborateurs cités dans le mail. Mais le génie réside dans la subtilité. Ce modèle, soutenu par l'efficacité d'Anne et l'équité d'Édouard, permet aux innovations de William et Catherine, comme la diplomatie numérique, de s'épanouir sans entrave. À l'aube de leur ère, James devient l'intendant discret qui approvisionne l'arsenal d'un règne résilient et compréhensible. Quelle perspective cela ouvre-t-il à la génération montante? Et avec quelle habileté esquive-t-il la discorde dans la ligne? L'architecture se révèle elle-même un échafaudage pour le prochain lever de soleil de la souveraineté. L'élévation de James se répercute vers l'extérieur, annonçant une ère où les jeunes rois ne sont pas des recrues réticentes, mais des participants habilités. Ce manteau princier ouvre des voies pour le devoir qui étaient autrefois des chuchotements, mais qui sont maintenant des rugissements d'opportunités, tout en honorant l'éthique rationalisée de la monarchie. Anne et Édouard ont été les architectes de ce projet. Anne affirmant dans un reportage sur les chevaux et les chiens que la jeunesse apporte de la vigueur. Le rôle de James invite les autres à contribuer de manière significative en distribuant les tâches de manière démocratique. Édouard est d'accord, déclarant au magazine Hello qu'il s'agit d'inviter et non d'imposer, permettant aux pères de Louise de s'engager selon leurs conditions, ce qui renforce le cadre de William. Pour James, les fonctions pourraient englober le mécénat dans le domaine du scoutisme et du développement durable, en écho aux entreprises de son grand-père, ou la diffusion virtuelle dans les écoles, mêlant tradition et technologie. Ce modèle se décline en cascade. Des cousins comme Peter Phillips ou Zara Tyndall pourraient formaliser des rôles de conseillers,
tandis que l'aperçu de la fille de Béatrice structurerait le service. Elle contrecarre l'idée d'une pénurie de personnel. James pouvant avoir 75 engagements annuels après l'université, selon l'analyste royal Emily Andrews. Les initiatives de Catherine gagnent des alliés juniors, favorisant les liens intergénérationnels qui humanisent de la couronne. La beauté réside dans les limites, les devoirs facultatifs, l'examen minutieux partagé. Édouard souligne que les choix de Louise nous ont appris à donner du pouvoir sans enfermer. Il s'inspire des schémas scandinaves où les rois marginaux optent pour la souplesse et la pertinence. Pour la vague de jeunes, cela signifie un but sans prison des devoirs sous forme de dialogue plutôt que de décret. Comme le dit Anne, la couronne n'est pas un solo, c'est un ensemble. Ce pouvoir redéfinit l'héritage, transformant le potentiel en partenariat. Mais comment naviguer sur le terrain miné de la succession en veillant à ce que l'élévation élève tout le monde sans éclipser personne? L'harmonie fredonne un cœur pour la continuité. Dans le ballet complexe de la succession britannique où chaque pas risque de semer la zizanie, le statut princier de Jacques brille comme un coup de maître de puissance mesurée. La concession du roi Charles, loin d'alimenter les factions, renforce la primauté inattaquable de la lignée de Guillaume. Les nominations d'Anne et d'Édouard le soulignent avec une clarté cristalline. Anne, lors d'un rare entretien avec Chris Shipp de la chaîne ITV, a fait remarquer que les titres comme celui-ci affirment la structure. James sert sous la voûte de la baleine, ajoutant de la profondeur sans division. Édouard, se reflétant dans le spectateur, a ajouté qu'il est conçu pour Concorde, lui permettant d'aider sans ambition, préservant la clarté de la ligne pour George et au-delà. Cette précision permet d'éviter les déchirements historiques comme la vague d'abdication d'Édouard VIII. James, qui s'installe et recule davantage avec les naissances, exerce son influence en tant qu'auxiliaire et non en tant qu'aspirant. Les devoirs s'arrêtent aux larmes de soutien, évitant ainsi les syndromes de réserve qui ont frappé Harry. Les protocoles du palais mis à jour après l'annonce précisent qu'il n'y a pas de visite d'État en solo et que les calendriers sont synchronisés avec le bureau de William. Ils reflètent le modèle de Gloucester dévoué mais distant. Édouard note que le conseil de son père était toujours équilibré. Pour Catherine, cela signifie une expansion sans menace, ses projets étant amplifiés par l'attrait de la jeunesse de James sans être dilués. La hiérarchie se maintient, George étant le futur roi Charlotte, et Louis étant les clés de voûte, James étant la quille. La sagesse d'Anne tempère pas de conflit quand les rôles s'accordent. Ce pas de côté préserve la sérénité, une dynastie qui danse à l'unisson. Alors que les avenirs bifurquent, quels chemins verdoyants attendent cette famille fortifiée? La conception perdure, la discorde est dissoute dans une conception délibérée. Alors que James, devenu prince de Wessex, regarde vers 18, son élévation ouvre un nouveau chapitre dans l'interminable saga des Windsor, celui du courage tranquille et de la ruse collective. La vision du roi Charles, exprimée à travers les vérités sans phare d'Anne et d'Édouard, le positionne comme le pivot d'un royaume plus léger et plus vivant, renforçant l'aube de Guillaume et de Catherine, sans ternir leur étoile. Les devoirs s'imposent comme des ponts, et non comme des fardeaux, invitant la jeunesse à insuffler de l'innovation à la vieille garde, tout en maintenant la colonne vertébrale de la succession bien droite et bien solide. Les spéculations vont bon train peut-être à l'université d'Édimbourg dans l'ombre de la diplomatie de Sophie ou des quêtes de conservation de William. Anne imagine un prince qui s'enracine dans la pertinence, tandis qu'Édouard rêve d'un héritage de choix. Les défis persistent, qu'il s'agisse des sondages publics sur l'apparat ou des regards mondiaux sur l'équité, mais ce mouvement est le signe d'une capacité d'adaptation d'une couronne qui s'incurve au gré des courants. Dans cet équilibre, la monarchie murmure la modernité, la tradition tempérée par la touche de demain. Le pas de James petit par l'échelle et grand par la loi, un témoignage des liens qui transcendent les trônes. Alors que les lumières du palais scintillent sur de nouveaux horizons, une vérité perdure dans l'unité, l'endurance dans l'élévation, l'illumination. Les Windsor, toujours vigilants, marchent de l'avant, leur plus jeune prince, étant un phare dans la lueur grandissante. Que pensez-vous de ce recalibrage royal? Partagez ci-dessous et laissez la conversation couronner le récit.